Aujourd'hui, nous allons faire un résumé et une analyse du roman Anna Karénine de Léon Tolstoï. Première partie. Dolly et Stiva, un couple d'aristocrates qui vit à Moscou et a plusieurs enfants, sont au bord du divorce parce que Stiva est infidèle. Pendant qu'il est au travail, Stiva reçoit la visite de son meilleur ami Levin. Il est venu en ville pour demander la main de la belle-sœur de Stiva, Kitty, qui est courtisée par un bel et charmant officier nommé Vronsky. Quand Levin la demande en mariage, Kitty le refuse. Stiva a demandé à sa sœur de parler à sa femme et il se rend à la gare. Là, il rencontre Vronsky qui attend sa mère. Lorsque le train arrive, Vronsky voit Anna pour la première fois et il a un véritable coup de foudre. Anna convainc avec succès sa belle-sœur de donner une autre chance à Stiva. Elle assiste également à un bal avec Kitty et Vronsky n'a d'yeux que pour Anna. Kitty a le cœur brisé lorsqu'elle est rejetée par Vronsky. Levin retourne à sa femme et Kitty tombe malade. Deuxième partie. Les parents de Kitty l'emmènent à l'étranger pour se remettre de son chagrin. Finalement, elle va mieux et retourne à Moscou. Pendant ce temps, Vronsky commence à courtiser Anna. Après près d'un an, Vronsky convainc enfin Anna de devenir sa maîtresse. Elle tombe bientôt enceinte et il lui demande de quitter son mari. Lorsqu'il chute lors d'une course d'obstacles et qu'Anna montre sa détresse en public, son mari Karénine la réprimande pour son comportement inapproprié. Elle avoue ensuite son infidélité. Karénine est bouleversée, mais espérant qu'elle reviendra vers lui, il décide de tolérer son infidélité. Levin est retourné à sa vie à la campagne, gérant son domaine et travaillant avec ses paysans. Dolly vient dans son domaine rural pour l'été, non loin de celui de Levin, et elle essaye de le convaincre de recommencer à courtiser sa sœur Kitty, mais il est trop fier. Pourtant, il sait qu'elle est la seule femme qu'il peut épouser. Quatrième partie. Karénine et sa femme continuent de vivre séparés dans la même maison, mais les choses dégénèrent quand Anna invite Vronsky et qu'il rencontre son mari. Karénine décide de demander le divorce, mais il devra prouver l'adultère d'Anna par des témoignages. Lorsque Karénine se rend à Moscou, il apprend son prochain divorce à Stiva. Le frère d'Anna le supplie de renoncer et l'invite à dîner. Il a également invité Levin et quand il revoit Kitty, il la redemande en mariage et cette fois elle accepte. Karénine reçoit une lettre de sa femme qui est au bord de la mort après avoir donné naissance à une petite fille. Elle lui demande pardon et il décide de rester avec elle et de prendre soin du bébé. Désespéré, Vronsky se tire une balle, mais se rétablit plus tard. Anna se rétablit aussi et elle veut toujours se libérer de Karénine qui accepte de lui accorder le divorce. Mais elle décide simplement de partir avec Vronsky et le bébé, laissant derrière elle son fils aîné qui appartient légalement à Karénine. Vronsky démissionne pour vivre avec Anna. Cinquième partie. Kitty et Levin se marient et s'installent sur son domaine tandis qu'Anna et Vronsky partent pour l'Italie pendant 3 mois puis reviennent à Pétersbourg. Anna rend visite à son fils le jour de son anniversaire et tous les deux expriment leur intense tristesse face à leur séparation. Anna va ensuite à l'opéra où elle est évitée par tout le monde parce qu'elle vit ouvertement sa liaison. Ainsi, Anna et Vronsky décident de se retirer à la campagne sur le domaine de Vronsky. Sixième partie. Dolly rend visite à Anna chez Vronsky et la trouve apparemment bien qu'elle prenne beaucoup d'opium pour dormir. Dolly, sur l'insistance de Vronsky, l'encourage à demander le divorce, mais Anna doute qu'il le lui accordera maintenant qu'il est sous l'influence de la comtesse Lydia. Anna se sent piégée parce qu'elle ne peut pas se montrer dans la société et elle devient très jalouse de Vronsky. Levin et Kitty déménagent à Moscou avant la naissance de leur enfant et Anna et Vronsky déménagent également à Moscou. Anna accepte d'écrire à nouveau à Karénine. Septième partie. Kitty donne naissance à un garçon et après que Karénine n'ait pas répondu à Anna, Stiva lui rend visite à Pétersbourg.
Karénine, sur la base des conseils d'un voyant français auquel Lydia voit un culte, décide de refuser le divorce à Anna. Anna sombre dans le désespoir, prend davantage d'opium et devient plus jalouse de Vronsky. Elle se sent prisonnière et coupable d'avoir échangé son fils Seriosha contre Vronsky. Elle devient également paranoïaque et après s'être disputée avec Vronsky, elle se suicide en se jetant sous un train. 8e partie. Vronsky est dévasté par le suicide d'Anna et, par conséquent, se réenrôle dans l'armée. Levin traverse une grave crise spirituelle dans laquelle il détermine qu'il suffit de travailler pour le bien au lieu de promouvoir son intérêt personnel. Dolly et Stiva restent ensemble. Kitty et Levin sont heureux dans leur mariage et Levin continue de gérer son domaine à la campagne. Les effets destructeurs de la jalousie sont évidents tout au long du roman. Une fois qu'Anna devient la maîtresse de Vronsky, elle se sent impuissante et vulnérable. Parce qu'il est devenu sa seule bouée de sauvetage, elle est désespérée de s'accrocher à lui. Ainsi, elle devient de plus en plus rongée de jalousie et de doute, ce qui a l'effet inverse de ce qu'elle désire puisque cela le repousse. Pendant sa grossesse, Vronsky commence à se refroidir à cause de l'indigence d'Anna, mais sa passion se ravive lorsqu'il pense qu'il la perdra. Lorsque le couple déménage à Moscou, Anna est à nouveau consumée par la jalousie, et vers la fin du roman, elle pense que Vronsky veut épouser la princesse Sorokine. Sa jalousie provoque une autre séparation entre elle et Vronsky. Il semble probable que si Anna avait continué à vivre de cette façon, Vronsky aurait fini par la quitter. La jalousie commence également à ronger la relation de Levin et Kitty, mais parce que le couple fait face à la jalousie et en parle, ils peuvent s'en remettre plus rapidement et passer à autre chose. Et à mesure qu'ils grandissent en tant que couple et valident l'amour et la loyauté de l'autre, ils deviennent moins jaloux. Levin jette Velovsky hors de la maison parce qu'il flirte avec Kitty. Mais il surmonte sa jalousie envers Vronsky et Kitty dépasse sa jalousie envers Anna. Tolstoï démontre que l'unité familiale est le fondement de la société, un refuge et un lieu de recherche du bonheur. Cette idée imprègne Anna Karénine, même si l'auteur l'a subvertie avec une représentation réaliste de la vie de famille. Comme beaucoup d'artistes, Tolstoï a connu une profonde transformation dans sa vie, au cours de laquelle il a changé ses idées sur ce qui était important et significatif. Ce changement s'est produit alors qu'il écrivait Anna Karénine, expliquant en partie les points de vue contradictoires à l'œuvre dans le roman. Le roman commence par les célèbres lignes sur la façon dont les familles malheureuses sont uniques dans leur malheur, tandis que les familles heureuses partagent un plan commun et se ressemblent. Ainsi, Tolstoï annonce sa position de traditionnaliste qui croit que le succès de la famille dépend des formules traditionnelles. Levin et Kitty représentent l'idéal du mariage et de la vie familiale, même si les deux conjoints souffrent de jalousie, luttent pour s'adapter à la vision du monde de l'autre et doivent apprendre à faire des compromis. Levin, le héros, sait qu'il ne sera pas heureux tant qu'il n'aura pas épousé Kitty. En tant qu'homme responsable, il travaille d'abord et avant tout au profit de sa famille et se dévoue ensuite à la communauté dans sa sphère d'influence. Sa famille élargie, ses amis et les gens qui travaillent pour lui, en particulier les paysans. Tolstoï et Levin attribuent à Kitty le rôle d'épouse et de mère. Bien qu'il sympathise avec le sort des femmes et fasse preuve d'une capacité remarquable à comprendre leurs préoccupations, Tolstoï ne croyait pas qu'elles devraient renoncer à leur rôle traditionnel en tant que clé de voûte d'une famille prospère et heureuse. Le roman se termine avec Kitty et Levin entourés de leur domaine, des membres de leur famille, de leur nouveau bébé et de la beauté de la nature. Kitty vient trouver son mari sur la terrasse, regardant le ciel nocturne. Son visage est calme et joyeux et elle lui sourit. Ainsi, le roman, qui commence dans un purgatoire de trahison, de jalousie et de récrimination, se termine par un Éden de mère, de père et d'enfants. Bien qu'il soit courant que les hommes trouvent satisfaction en dehors du mariage, et dans la haute société de nombreuses femmes ont fait de même, il est clair que Tolstoï jugeait sévèrement l'adultère.
Sans aucun doute, Anna est un personnage sympathique, mais elle termine sa vie prématurément, apparemment punie par le destin ou peut-être par sa propre culpabilité. Anna commence comme une épouse loyale, mais ne peut plus supporter la froideur de son mari une fois que Vronsky lui présente une alternative. Elle est loyale envers Vronsky, mais déloyale envers son fils Seriosha lorsqu'elle choisit Vronsky. Alors qu'Anna a moralement tort du point de vue des mœurs de son temps et de l'Église orthodoxe russe, Stiva est tout simplement méprisable. Stiva se fatigue de sa femme loyale et qui souffre depuis longtemps parce qu'elle n'est plus physiquement belle. Ainsi, il mène une vie débauchée en dehors du mariage et dépense imprudemment de l'argent pour soutenir ses maîtresses et son mode de vie somptueux. Ces dépenses nuisent à sa famille et sont sur le point de la détruire. Il a fait un simulacre de leur mariage. Les enfants ne sont nourris que grâce aux efforts de Dolly. Anna Karénine explore les limites de l'amour passionné. Alors que le roman tente de montrer que la passion seule ne peut pas soutenir un mariage, de nombreux lecteurs sont attirés par le personnage d'Anna en raison de la profondeur de sa passion. Les Grecs ont identifié 4 types d'amour. Tout d'abord, il y a Eros, désir intense et passionné pour l'objet de l'affection, généralement une personne. Eros est généralement assimilé à l'amour sexuel, mais dans sa forme la plus élevée, c'est l'amour d'une beauté transcendante. Vient ensuite Philia, l'amour entre amis et l'affection pour les gens qui partagent des valeurs, des croyances et des préférences similaires. Philia couvre également l'amour de son travail ou de sa vocation. Troisièmement, Agapé, un amour désintéressé qui place une personne ou une cause avant les besoins ou les désirs de soi. Agapé englobe l'amour de l'humanité et le désir de faire le bien. Enfin, Storgé est l'amour de la famille et de la communauté qui inspire un comportement consciencieux. L'amour d'Anna et Vronsky est principalement Eros. Ils ont un lien sexuel fort qui commence lorsqu'ils dansent ensemble au bal. De plus, Vronsky et Anna sont décrits comme de belles personnes, et bien que Vronsky commence à perdre ses cheveux, Anna conserve sa beauté parfaite. Le manque d'autres types d'amour dans leur relation se voit dans l'indifférence de Vronsky et Anna envers leur enfant, la volonté d'Anna d'abandonner Seriosha pour poursuivre sa passion et l'indifférence de Vronsky au désir d'Anna d'être avec son fils. Les deux construisent un cocon autour de leur amour interdit et parce qu'il ne mûrit jamais, ils en sont détruits. En revanche, Kitty et Levin affichent les 4 types d'amour dans leur mariage. Il y a une attraction sexuelle, mais Levin expose également Eros dans son amour pour la terre. De plus, son amour pour Kitty existe au sein de la communauté de sa famille et il veut faire partie de cette communauté lorsqu'il l'épouse. Levin aime son travail, tout comme Kitty, bien que son travail d'épouse et de mère soit plus circonscrit. Kitty et Levin sont aussi amis et ils partagent leurs pensées ainsi que leurs sentiments, quelque chose qu'Anna et Vronsky ne font pas. L'amour de Levin et Kitty est nourri au sein d'une communauté plus large et à plus de facettes, ce qui en fait un amour plus durable. À la fin du roman, Levin se dirige vers Agapé, alors qu'il réfléchit à la façon dont il doit mettre le bien avant ses propres désirs égoïstes. Ainsi, le roman montre que l'amour passionné sans les autres types d'amour est une force destructrice. Anna Karénine soulève le problème de la vocation, l'œuvre qui donne un sens à une vie et à une subsistance spirituelle. Le concept de vocation ne signifiait pas grand-chose pour les paysans russes, qui étaient liés à la terre et n'avaient pas d'autre choix qu'être un travailleur agricole. Les paysans tiraient leur sens de la religion et de leurs liens familiaux et communautaires. Cela a changé un peu après l'émancipation des serfs en 1861, mais leur choix d'occupation était encore très limité. Ils pouvaient rester sur la terre en tant que fermiers locataires ou s'engager pour effectuer une autre forme de travail manuel. Peu ont eu l'occasion d'acheter des terres et de travailler pour eux-mêmes. La vocation, cependant, est un problème pour la classe aristocratique. Beaucoup de propriétaires fonciers ont vécu une vie dissipée, gâtés au fil des générations avec trop d'argent et de privilèges. Ils ont laissé la gestion de leur domaine à des gestionnaires fonciers qui étaient souvent corrompus. La plupart des aristocrates n'avaient aucune vocation et consacraient leur temps et leurs ressources au plaisir.
Après l'émancipation, ils ont eu l'occasion de participer à la refonte de l'économie agraire, mais beaucoup étaient contre cette réforme. Des agriculteurs sérieux comme Lévin ont dû faire face à des paysans libres qui résistaient à la modernisation. Lévin éprouve de la frustration face aux paysans qui résistent à l'utilisation de nouvelles machines parce qu'ils interfèrent avec sa vocation. Faire fructifier la terre et en être le gardien pour les générations futures. Selon Lévin, Stiva se moque de ses responsabilités envers la terre. Il dilapide les biens de sa femme pour gagner de l'argent rapidement afin de payer ses dettes, résultat d'une vie de débauche. Les affaires de Stiva, ses jeux d'argent, ses dépenses lâches et son état général de désarroi sont tous le résultat de son manque de vocation. Contrairement à Karénine, un bureaucrate de haut niveau qui prend ses responsabilités au sérieux, Stiva voit son travail comme un moyen d'atteindre une fin et organise sa vie professionnelle aussi facilement que possible. Pour Tolstoï, cela représente un échec moral. Vronsky est un exemple d'aristocrate qui lutte pour trouver sa vocation. Parce qu'il s'attend à faire une brillante carrière dans l'armée, il renonce généreusement à sa part de l'héritage familial au profit de son frère marié, disant qu'il doute qu'il se mariera un jour. Mais la situation de Vronsky commence à changer après qu'il se soit occupé d'Anna, et il refuse une promotion lucrative pour pouvoir être avec elle. Une fois qu'il a quitté l'armée, il doit trouver ce qu'il peut faire d'autre. Bien qu'il récupère sa part de son héritage, il a encore besoin d'un travail pour trouver sa place dans la société. C'est pourquoi il commence à construire un hôpital et à s'impliquer dans la politique. Cependant, il ne peut jamais se réaliser professionnellement, principalement parce qu'il est retenu par les exigences d'Anna. La vocation féminine est particulièrement problématique. Les discussions sur les droits des femmes dans le roman suggèrent que les femmes pourraient entrer sur le marché du travail ou avoir des aspirations au-delà de la maternité et de leur mariage. Mais Tolstoï ne développe pas beaucoup cette idée. Les situations du roman montrent régulièrement que les femmes sont à leur meilleur lorsqu'elles agissent en tant que mères. Anna se développe intellectuellement parce qu'elle est coupée de la société, mais sa négligence envers Annie la montre sous un mauvais jour. L'amour d'Anna pour son fils est son point de caractère le plus sympathique, mais son abandon entraîne sa chute. Dolly trouve à plusieurs reprises du réconfort dans le soin de ses enfants, et Kitty attend avec impatience sa première grossesse afin d'avoir quelque chose de substantiel à faire après être devenue la femme d'un agriculteur. Anna Karénine regorge également de discussions sur la citoyenneté et la responsabilité sociale. Le frère de Lévin, Koznichev, est libéral, tout comme ses amis, tels que Pestov, et il croit que la Russie doit changer. Ils veulent que les paysans soient éduqués, donner plus de droits aux femmes et accroître la gouvernance démocratique. Lévin, en revanche, a peu confiance en la politique. C'est pourquoi il se retire du conseil d'administration local, le Semstvo. Le roman démontre les abus de pouvoir politique dans de nombreux exemples tels que la façon dont Stiva obtient un poste confortable et la méthode par laquelle les aristocrates libéraux élisent le gouverneur de la province. Lévin ne croit pas que l'éducation des paysans relève de son devoir. Il considère plutôt que sa responsabilité sociale ne s'étend que jusqu'aux personnes avec lesquelles il interagit directement. Lévin est un porte-parole pour les idées de Tolstoï. Tolstoï a combattu dans 2 guerres, mais il est ensuite rentré chez lui et s'est retiré dans la campagne. Lévin croit qu'il ne peut faire le bien qu'en s'impliquant dans quelque chose qui l'affecte directement. Cependant, à la fin du roman, il semble pencher vers une conception plus large de la responsabilité sociale, tout comme son créateur. Tolstoï continuait à éviter la politique, mais ses idées sur ce qu'il pouvait faire pour aider le monde s'élargissaient à mesure qu'il mûrissait dans sa pensée spirituelle. Les trains dans le roman symbolisent les effets négatifs du progrès, sapant les valeurs traditionnelles tout en rassemblant les gens. Le train emmène les gens d'un endroit à l'autre, afin qu'ils puissent voir leurs amis et leurs parents plus facilement. D'autre part, le train éloigne les gens de chez eux et de leur famille et de leur communauté. Il représente donc une violation de l'ordre social traditionnel. Le train a permis à Vronsky et Anna de se rencontrer, ce qui n'aurait peut-être jamais eu lieu autrement.
Le spécialiste de la littérature russe Garijan note également que le train symbolise la société. Quand Anna rentre chez elle à Pétersbourg, elle est en sécurité dans sa voiture, et quand elle sort entre les arrêts, elle rencontre Vronsky. Le danger de la relation illicite se rencontre à l'extérieur du train, et l'aventure d'Anna et Vronsky s'épanouira en dehors de la légitimité. L'agriculture symbolise l'homme en harmonie avec la nature ainsi qu'avec sa fonction essentielle, fournir de la nourriture. Le roman identifie la bonté, la moralité, le bonheur et la famille à la vie rurale. Dans le pays, Lévin vit sans prétention et fait un vrai travail, contrairement à Stiva qui vit à Moscou et gratte du papier toute la journée. Pétersbourg est encore pire car c'est le siège du gouvernement et de la haute société. À Pétersbourg, Anna et Vronsky vivent leur liaison et Stiva poursuit bon nombre de ses activités extra-conjugales. Vronsky commence à être heureux lorsqu'il déménage dans son domaine et s'implique dans la gestion des terres. Mais quand il revient à Moscou, avec Anna, ils deviennent tous les deux très malheureux.